Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct. On retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, David Racheline, le sénateur-maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen, qui sera débriefé par nos éditorialistes Yves Tréhard et Denis Jambard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires. Ils étaient entre 150 et 200 policiers rassemblés hier devant le commissariat central de Bordeaux à l'appel de plusieurs syndicats et comme dans toute la France, ils exprimaient leur ras-le-bol après l'attaque au cocktail Molotov qui a blessé samedi dernier à Viry-Châtillon 4 de leurs collègues. Le pronostic vital, vous le savez, pour l'un d'eux est toujours engagé. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde. Au-delà de l'émotion, c'est la colère qui anime aujourd'hui les policiers, lassés d'être pris pour cible. Le problème, c'est qu'on en aura le bol de s'apercevoir qu'on est des cibles de choix, entre guillemets, pour cette délinquance. On est des cibles faciles. Pourquoi ? Parce qu'on représente l'État. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général de la part de tout le monde par rapport à toutes ces agressions. On demande à ce que les auteurs soient sévèrement punis pour qu'on arrête d'agresser gratuitement des policiers qui font leur boulot, tout simplement. Le syndicat réclame surtout plus de moyens pour lutter contre ce qu'il appelle des mouvements anti-flics dans certaines cités. De son côté, le syndicat Alliance, qui appelait lui à une grève du zèle sauf urgence, partage donc ce même ras-le-bol, mais se pose des questions sur les solutions. Est-ce qu'il faut des lois plus répressives ? Est-ce qu'il faut une prise de conscience ? J'ai toujours tendance à dire que ce qu'il faut à ces jeunes de plus en plus délinquants, c'est de l'éducation et de l'instruction. Le problème, c'est que si on loupe ces marches-là, ce sera de plus en plus compliqué pour faire notre travail. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes qui nous dépassent, je pense. On ne doit pas être les cibles, on ne doit pas en payer les conséquences. Nous, ce qu'on veut, c'est partir le matin et rentrer le soir. Tout le monde s'accorde néanmoins sur l'absence de tels risques aujourd'hui dans l'agglomération bordelaise, sous réserve de phénomènes d'imitation. Les mineurs délinquants, un sujet sensible, vous le savez, dans l'actualité en ce moment. À Arras, une unité éducative, depuis une trentaine d'années, se mobilise pour leur donner une seconde chance. Encadrés par des éducateurs, ils pratiquent des activités qui visent une réinsertion concrète dans la société. Adélaïde de Bollard, pour WEO, était là-bas. On a le péroné, oui. Et on a le tibia, oui. Aujourd'hui, c'est atelier santé. Autour de la table, des jeunes qui ont décroché. En rupture familiale, sociale ou scolaire, ils se retrouvent ici, à l'UEAJ d'Arras, l'unité éducative d'activité de jour, gérée par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ces mineurs sont pour la plupart passés par la case délit, avec chacun des parcours différents, mais souvent difficiles. J'étais en foyer. Après en famille d'accueil et comme j'aime pas l'école mais je veux suivre quand même la scolarité, ils m'ont inscrit ici. C'est pas pareil, on reste pas assis toute la journée, on bouge. On fait des ateliers santé, on fait du sport, muscu, foot, on fait un peu de maths, du français. Scolarité, atelier cuisine, sortie culturelle, l'unité éducative propose un accompagnement global avec l'objectif de développer les compétences de ces jeunes souvent qualifiés de délinquants. Le simple fait d'arriver à l'heure, d'arriver proprement, de pouvoir parler aux gens sans s'emballer, de pouvoir se présenter aussi aux employeurs dans de bonnes conditions. Ce sont tous ces paramètres-là qu'on travaille avec les jeunes qui sont confiés ici. L'unité d'Arras accueille 24 jeunes suivis par 5 éducateurs. Un encadrement qui vise à les réinsérer dans la société et ça porte ses fruits. On a des jeunes qui vont au contrat d'apprentissage et qui le tiennent. Il y en a quelques-uns dans notre effectif actuellement. On a quelques jeunes entrés en garantie jeune aussi. Il y a quelques rescolarisations également. En 2015, ce sont plus de 137 000 jeunes qui ont été suivis dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire. François Hollande en avait parlé au lendemain des attentats de Paris. Leur nombre bondit depuis ceux du 14 juillet. Les candidatures pour devenir réservistes se multiplient. Dans le Pas-de-Calais, la gendarmerie a enregistré 610 demandes, un chiffre conséquent pour un département qui compte 400 réservistes opérationnels. Direction Vimy, Adélaïde de Bollard pour VO. Patrouille classique pour ces deux gendarmes, pas vraiment ordinaire. Claude et Marion sont des réservistes.
Ils ont le même uniforme, les mêmes obligations, la même arme, quasiment les mêmes missions que les gendarmes actifs. À la différence qu'ils sont à la base de simples citoyens. Et ils sont entrés dans la réserve opérationnelle pour des raisons différentes. Mon grand-père était gendarme, j'ai mon oncle qui était gendarme aussi. Ça fait depuis que je suis petite que je souhaite rentrer dans la gendarmerie, donc c'est utile d'aider la gendarmerie pour ces missions comme ça. Et avant de servir sur le terrain, les réservistes suivent une formation pratique et théorique pour pouvoir assurer des missions telles que la lutte anti-cambriolage, la sécurisation d'événements ou encore la garde de détenus hospitalisés. 400 réservistes sont engagés quotidiennement dans le Pas-de-Calais. Et depuis les événements dramatiques du 14 juillet, 600 demandes de candidature ont été enregistrées au niveau du département. Les événements dramatiques que nous avons connus ont suscité un certain nombre de vocations chez nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, c'est un moyen qui nous permet de faire face à tous ces besoins, tous ces attentes de la population. Des volontaires nombreux avec des objectifs différents, comme Pierre Baptiste, engagé depuis 2012. Actuellement, je suis en recherche d'emploi, donc ce qui me permet de donner beaucoup de mon temps libre à la gendarmerie. Et là, justement, je passe mes concours pour devenir enfin gendarme d'actif. Et c'est pour saluer l'engagement de ces réservistes volontaires que la préfète du Pas-de-Calais a tenu à rencontrer les gendarmes de la brigade de Vimy. Ça rend fier, ça donne confiance aussi dans la France, dans les Français, de se dire qu'il y a cette prise de conscience collective. Et dans cette continuité, l'État prévoit le recrutement de 15 000 réservistes au niveau national dans les années à venir. Inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant au moins 30 jours à partir du 1er novembre. C'est le défi que se lance pour la première fois le ministère de la Santé dans le cadre de l'opération Moi sans tabac. Pour y parvenir, les volontaires peuvent retirer gratuitement en pharmacie un kit d'aide à l'arrêt. Illustration dans l'Hérault où ce dispositif, inspiré d'Angleterre, pourrait inciter les fumeurs de la région Occitanie à stopper la cigarette. Anaïs Tourès pour Médias du Sud. Une opération qui a pour but de pousser ceux qui veulent arrêter de fumer de le faire collectivement. Un accompagnement d'autant plus important que le risque d'être fumeur quotidien dans la région Occitanie est augmenté de 16% par rapport à la moyenne nationale. Il importe de rappeler que pour ce qui concerne les habitants de cette région qui sont aujourd'hui âgés de 17 ans, plus de 37% d'entre eux fument aujourd'hui quotidiennement. Ce qui est beaucoup plus que la moyenne nationale, et c'est notamment pour eux que nous allons lancer cette action particulière qui permettra, en s'inscrivant sur le site Tabac Info Service ou en téléchargeant l'appli qui est destinée à accompagner cette opération Moi sans tabac, nous voulons donc les aider à arrêter de fumer. Et vous, seriez-vous prêt à relever le défi ? Je pense qu'à plusieurs, il est toujours plus facile d'arrêter, on s'aide les uns les autres, on se motive les uns les autres. Après, je pense quand même que ça reste une question de volonté. Oui, je pense que ça peut être plus simple et plus efficace qu'on soit plusieurs pour arrêter. Ça peut être qu'encourageant. À plusieurs, c'est mieux, effectivement, on se motive. C'est comme pour le sport. Je pense que c'est très bien et toutes les occasions sont bonnes pour arrêter de fumer. Car c'est bien sur la motivation collective que repose cette campagne. Un fumeur qui s'arrête tout seul a peu de chances d'y arriver longtemps. On dit qu'en gros, 5% des fumeurs qui le font tout seuls arrivent à devenir non-fumeurs. À l'inverse, une personne qui va être aidée a ses chances multipliées par 6 de pouvoir le faire. Et quand on observe les dynamiques de sevrage, on se rend compte qu'une personne qui reste sans fumer pendant un mois, cette personne-là va avoir 5 fois plus de chances de rester non-fumeur longtemps. Si vous souhaitez participer, des kits seront à disposition dans toutes les pharmacies pour vous permettre d'arrêter la cigarette. Direction l'Éco-Vallée de Nice, un modèle local de la Silicon Valley où l'on travaille à la recherche des solutions pour demain. Les syndicats patronaux s'intéressent à l'innovation numérique qui s'y développe, stockage des données de travail, collaboratif, santé connectée. La visite a duré toute la journée et Lucie Camin pour Azur TV y était. Première étape de la journée, la visite du Centre européen d'entreprise et d'innovation de la métropole. Un lieu d'expérimentation qui centralise l'ensemble des données numériques du territoire. Situé au cœur de l'Éco-Vallée, c'est ici que germent les idées innovantes de demain. Des idées qui ont déjà séduit les représentants du MEDEF. J'ai rencontré en Estonie ou en Lituanie des pays qui pensent à ça. Dans d'autres métropoles en France, des gens qui réfléchissent, mais personne qui avait mis en place cette politique, notamment les plus de 3500 capteurs qui ont été disposés partout autour de Nice pour pouvoir
sur l'énergie, le climat, la pollution, enfin agir vraiment, l'eau, etc., l'électricité. Et ça, c'est très très innovant. Seconde étape, la découverte du Living Lab à Nice-Est, quartier Pasteur. Les représentants du MEDEF ont rencontré 5 startups qui innovent en matière de santé connectée, comme dans les domaines de l'aide à la personne ou encore les serious games. Des idées dont pourrait s'inspirer la délégation pour les reproduire sur d'autres territoires, voire à l'étranger. C'est repérer des écosystèmes qui peuvent être des exemples, être transposables à l'étranger ou dans d'autres métropoles ou dans d'autres organisations économiques et de donner des exemples très concrets pour que chacun, au niveau de son entreprise, se dise c'est possible, je peux m'approprier ces bonnes idées et je peux en faire quelque chose pour ma transformation et pour ma croissance économique. Enfin, pour la métropole, l'enjeu est double. En plus d'exposer son écosystème innovant, le but est aussi d'accueillir la première session du numérique du MEDEF hors Paris en 2018. Ça serait effectivement un pas important pour nous, pour la reconnaissance de notre activité dans le numérique et la transition numérique, qui est un des grands challenges pour notre économie et notre société. Et grâce à cette première visite, la métropole a mis toutes les chances de son côté pour accueillir cette manifestation. Voilà, je vous le disais, c'est notre Silicon Valley à nous. Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant l'ouverture officielle du village du Vendée Globe. Samedi, les amateurs de voile de cette course solitaire pourront enfin pousser les portes de cet immense espace consacré à l'événement. Il promet aux visiteurs des animations en tout genre. Samuel Grasset et Arnaud Barrier pour TV Vendée nous emmènent le découvrir. Le village est encore un gigantesque chantier, mais les organisateurs l'assurent, tout sera prêt pour l'ouverture samedi matin. Un village qui s'étend sur 25 000 mètres carrés. Le public débutera la visite en pénétrant dans le pavillon du département. À l'intérieur, le nom des 29 skippers et leurs photos ont été affichés, tout comme des informations sur leur bateau. De quoi être incollable sur cette édition 2016, mais aussi sur l'histoire du Vendée Globe. Le public sera immergé dans cet univers de la voile grâce aux nouvelles technologies. Des applications multimédia, des vidéos et des simulateurs de navigation ont été installés à destination des enfants, mais aussi des adultes. La volonté, c'est que ce village soit ouvert à tous les publics et que chacun puisse s'y retrouver, quel que soit leur âge et quelle que soit leur envie de découvrir. Et honnêtement, au travers de cet espace, d'un espace comme Gitana, notre IMOCA qui sera dans la rue des Frères Maximin, permettra de découvrir tout ce que les gens peuvent avoir envie de connaître sur ce qu'est un IMOCA, ce qu'est la course du Vendée Globe. Le public pourra bien évidemment aller à la rencontre des skippers et de leurs équipes sur les pontons, mais aussi dans une zone mixte plus technique où un IMOCA sera installé pendant 3 semaines. L'occasion d'en apprendre plus sur ce type de bateau, mais aussi d'échanger avec les préparateurs, les membres des équipes techniques qui entourent les skippers. Près de 2 millions de personnes sont attendues au Sables d'Olonne ces 3 prochaines semaines. Voilà, bientôt le grand large. Avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos journaux ce matin, dans un instant. Vous le savez, le président russe ne viendra pas à Paris inaugurer l'église orthodoxe. François Hollande souhaitait mettre à profit sa visite pour parler de la situation en Syrie. La Nouvelle République titre « Vladimir Poutine souffle le froid ». Pour Ouest France, Poutine et Hollande, c'est le gros coup de froid. Le mot froid revient à plusieurs reprises ce matin dans vos quotidiens régionaux. Enfin, pour l'Écho de Haute-Vienne, Poutine annule sa visite en France. Diplomatie sacrifiée, point d'interrogation. Toujours dans l'actualité, on en parle aussi. François Hollande, les confidences explosives. C'est le titre du Parisien aujourd'hui dans un livre d'entretien à paraître demain. François Hollande parle comme il ne l'avait jamais fait de son quinquennat. Politique et vie privée, le président de la République n'épargne rien ni personne surtout. Pour Sud-Ouest, c'est les primaires à droite qui font la une, c'est les coulisses du débat présidentiel 2017. Demain aura lieu le premier débat télévisé de la primaire de la droite et du centre et les modalités sont décrites dans Sud-Ouest. Elles ont été négociées dans les moindres détails. Pour le Télégramme, c'est la note salée pour Samsung. Vous le savez, Samsung a décidé de jeter l'éponge concernant son Galaxy Note 7 et ses batteries explosives qui sont dangereuses. L'arrêt de production
production de cet appareil pourrait coûter plus de 10 milliards de dollars au premier fabricant mondial de smartphones. Le sujet santé pour vous, alors que l'hiver arrive, dans l'Union de Reims, grippe, ce qu'il faut savoir sur le vaccin, qui, quand, son prix, son efficacité, alors que la campagne de vaccination contre la grippe a débuté. C'est tout savoir, en fait, sur la lutte contre ce virus. Dans l'Ardennais, pourquoi se faire vacciner contre la grippe? Qui est concerné? Et quand faut-il le faire? Même chose. Et puis, dans l'actu de la PQR également, les policiers, on en parlera dans un instant dans le débat qui va suivre, c'est Paris-Normandie qui titre qu'il réclame plus de moyens policiers à bout de nerfs. Voilà. Justement, on va en parler dans notre premier débat. Manuel Valls a présenté un plan anti-caillassage hier pour la police dans les quartiers. Les mesures sont-elles de nature à calmer la colère des policiers? La question de sécurité est complexe. On écoute le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale qui faisait ses propositions, des premières mesures d'urgence pour protéger les forces de l'ordre. On l'écoute. Le ministre de l'Intérieur m'a proposé de nouvelles mesures. Il faut être précis. Elles visent spécifiquement à sécuriser les véhicules et les équipages de patrouille générale intervenant en zone sensible. Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage sur les véhicules, voire de blindage dans certains cas. Un travail sur les tenues va également être mené rapidement afin de veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. Une réflexion enfin va être engagée sur l'usage possible des caméras mobiles, non plus seulement a posteriori, mais aussi en temps réel. Cela permettra de visualiser à distance les circonstances d'une intervention et les moyens à déployer en renfort le cas échéant. Voilà, je voudrais vous présenter les éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui nous ont rejoints ce matin. Bonjour Denis Caro, vous dirigez la rédaction de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Bonjour Zoé Cadio, vous êtes éditorialiste à l'Indépendant et au Midi Libre. Et bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Zoé Cadio et Denis Caro, vous avez déjeuné hier avec le Premier ministre. Alors que vous a-t-il dit? A-t-il pratiqué le off, comme on dit dans le métier? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces mesures? Il a pratiqué le off, effectivement, c'était un déjeuner, un échange informel sur le sujet que vous venez d'évoquer. C'est plutôt intéressant puisqu'il nous a expliqué notamment pourquoi il avait expliqué la veille qu'il n'y avait pas de zone de non-droit. Alors l'explication est un petit peu difficile à suivre. Techniquement, effectivement, les services publics sont toujours là, les écoles, la police va dans les quartiers. Il nous a expliqué qu'il y avait eu des interpellations liées à des trafics de cannabis quelques jours avant, mais cette expression lui a été beaucoup reprochée depuis 2 jours et paraît un peu légère par rapport à la situation. Zoé Cadio, on a entendu le Premier ministre à l'Assemblée nationale il y a un instant. C'était cohérent par rapport à ce qu'il vous a dit au déjeuner? Complètement, mais ce qui est marrant aussi, c'est que lors de ce déjeuner qui était un peu informel, il a aussi rappelé l'attitude de l'opposition qui est quand même un petit peu gênée dans la mesure où lors du précédent quinquennat, il y a eu quand même plus de 10 000 suppressions de postes de policiers, donc le maintien de l'ordre avec quels moyens, c'est la question qui se pose. Ce qui est intéressant, c'est que certes, il annonce de nouveaux moyens avec notamment ces tenues ignifugées, les films anti-caillasse, les voitures blindées et cas échéant l'utilisation des caméras en temps réel, mais les policiers, certes, ils demandent de nouveaux moyens, mais aussi ils demandent aussi des nouveaux outils, je dirais législatifs. C'est-à-dire que les policiers donnent par exemple l'exemple du fait de la légitime défense aujourd'hui qui est la même pour tous les citoyens. Et du coup, dès qu'ils utilisent leurs armes, ils se retrouvent un peu dans la position d'accusé et non pas de légitime défense. Et il y a même le syndrome un petit peu, on pourrait dire, de Rémi Fraisse. Donc il y a toute cette question-là qui se pose. Son but, c'était quoi? De faire de la pédagogie auprès de vous, de ces mesures-là? C'est toujours l'objectif d'expliquer et de prendre du recul par rapport à la situation. Et on voit bien que malgré cet effort de pédagogie et de recul, on est un peu dans les annonces d'hier, dans la jurisprudence Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a un fait divers, il y a des annonces et les policiers attendent autre chose et attendent une vision globale et non pas des annonces à chaque fois qu'il se passe quelque chose et que leur vie est en jeu. Je trouve un peu sévère dans la mesure où, comme il l'a rappelé aussi, il y a
il y a les finances de l'État et qu'il a dit qu'il ne pouvait pas toujours répondre et que faire un effort pour la sécurité des Français, ça avait un coût et qu'il y aurait des choix à faire. Donc là-dessus, il a quand même été prudent. Il a refusé aussi de rentrer dans cette surenchère. À chaque fois que fait divers, on sort un nouveau arsenal législatif. J'ai trouvé plutôt prudent là-dessus. Ce qui est très intéressant, effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il nous a expliqué qu'on n'imaginait pas les moyens qu'il faudrait déployer, les moyens financiers qu'il faudrait déployer dans les 10 ans à venir pour protéger les Français, à la fois la lutte contre le terrorisme, mais aussi ces problèmes de sécurité et la sécurité au quotidien. Je me tourne vers Guillaume Doyen, qui est un peu le spécialiste des maires, enfin des collectivités locales. Comment ils vivent ça au quotidien, vos maires, les adhérents notamment de vos journaux? Les maires sont toujours en première ligne. Ils ne sont pas responsables de la sécurité publique, vous savez, mais c'est toujours eux qu'on vient voir systématiquement. C'est eux qu'on vient voir. Voilà. Et donc on a beaucoup vu le maire de Viry sur l'affaire, mais à chaque fois, c'est le maire qui est en première ligne. C'est lui qui doit aller auprès des autorités pour demander plus de moyens. C'est lui qui doit expliquer pourquoi il y a des problèmes, quand bien même il ne peut pas en être comptable. Et c'est lui qui sera jugé, d'une certaine façon, lors des élections, sur le niveau de sécurité dans sa commune. Donc tout ça est extrêmement problématique pour eux. Est-ce qu'ils peuvent faire, au fond, pression quand même sur l'exécutif? Quel est le moyen qu'ils ont de faire? Les maires sont des élus extrêmement identifiés, connus. Ils ont ce qu'on appelle... Populaires, on peut même dire. Populaires. Et ils ont le porte-voix, en fait. C'est ça. Ils peuvent parler, ils sont écoutés, ils sont repris par les journaux. Je suis le maire de, ça veut dire quelque chose. À ce titre, ils ont du poids. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse dans la mesure où aujourd'hui il y a les polices municipales, donc qui sont quand même très actifs quand même sur ce dossier de la sécurité. Et même certains maires ont fait leur campagne. Oui, mais elles ont un problème de compétence sur ces sujets-là. Elles ne sont pas toujours bien formées, dit-on, Guillaume Doyen. Oui, alors d'abord, il y a la question de leur mission. Certains maires ne veulent pas aller sur ce terrain-là. Oui. C'est trop risqué. Deuxièmement, il y a le nombre de policiers municipaux. Certaines polices municipales, c'est 5 à 10 personnes. Et puis elles font aussi la sécurisation des écoles. Elles surveillent les points sensibles actuellement et elles ne vont pas débarquer dans les cités. Et puis il y a les syndicats de police municipale qui ne veulent pas du jour au lendemain être transformés en CRS. D'accord, mais en même temps, ils réclament le port d'armes. Denis Caro. Emmanuel Valls, et c'est intéressant, nous a expliqué que toujours à ce déjeuner, la responsabilité entre l'État et les maires était de plus en plus partagée. Et il en sait quelque chose, puisqu'il a été maire d'Évry pendant longtemps. Et il nous a expliqué la manière dont la municipalité s'était engagée et les différences qu'il pouvait y avoir dans les quartiers sensibles entre les villes qui ont engagé des moyens et des moyens de police municipale et celles qui l'avaient fait un peu moins. Et sans doute aussi dans les villes à problème et les villes où il y a moins de problèmes, Guillaume Doyen. Il y a une grande différence. Il y a les villes où il y a des problèmes, il y a les villes où il y a moins de problèmes. Il y a des villes qui ont des moyens, des villes qui ont moins de moyens. Il y a des villes où les maires ne veulent pas de policiers armés, les villes où ils veulent. Vous voyez, la situation est extrêmement variable. Ce qui fait que de tout in fine, si vous voulez, le maire n'a pas les moyens de la police nationale. Et on le voit aussi dans les situations extrêmes. Et je pense à l'attentat du 14 juillet, avec cette polémique autour du rapport entre police municipale et police nationale, et les problèmes qu'on connaissait, mais qui ont refait surface à ce moment-là. Il n'y a pas de lien concret entre l'action des polices municipales et des polices nationales, ou pas assez. Les fréquences radio ne sont pas les mêmes. Donc, les fréquences radio ne sont pas les mêmes. Donc ça fait partie des choses qui font qu'il y a des dysfonctionnements très, très fréquents. Et les disparités salariales existent aussi tout à fait, c'est des salaires quand même différentes. Il y en a, bien sûr. Oui, les policiers nationaux sont mieux payés. Les compétences ne sont pas les mêmes. Les policiers municipaux ne sont pas officiers de police judiciaire. Quand ils interpellent quelqu'un, ils le remettent à l'officier de police judiciaire du commissariat. C'est encore deux systèmes différents. Même si, vous avez raison de le souligner, dans le système global de sécurité publique, le poids des polices municipales est de plus en plus fort parce qu'elles aident à faire un certain nombre de choses. Mais on n'est pas encore dans un système intégré. C'est ce qu'on appelle les hirondelles dans le temps, c'est ça? C'est des îlotiers, plutôt la police municipale, c'est les gens qui sont au contact de la population. D'une certaine manière, c'est la police de proximité, un peu plus, je dirais, axée à ce niveau-là. Est-ce qu'ils se sentent moins policiers que les autres? C'est ça ma question, Guillaume Doyen. Écoutez, j'en ai interviewé un hier. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont ravis de pouvoir travailler sur... Là, c'était un policier municipal de banlieue parisienne, de travailler sur une petite zone. Ils sont 8 pour 3500 habitants. Ils vont voir les gens, ils vont parler aux commerçants, ils font la sortie des écoles, ils protègent les points sensibles, ils connaissent les gens, leur parlent. Vous parlez de l'armement, ils disent, nous, pas spécialement l'armement, ils sont pas armés, mais c'est les gens qui nous demandent pourquoi on l'est pas. Vous voyez, c'est un autre rapport avec la population. Donc, quand même, la question s'invite dans le débat. Et vous connaissez ça bien, puisque vous dirigez les pages, les éditions régionales du Parisien. Voilà. Déclaration d'intérêt et de patrimoine, déontologie,
libération des données publiques, la transparence est un mot en vogue, mais où en est-on vraiment? C'est le thème que vous développez dans la Gazette. Parce que vous savez que les grands élus doivent remettre maintenant des déclarations d'intérêt, de patrimoine. On leur demande plus, on voudrait aussi maintenant que les membres des cabinets le fassent. On souhaite que les collectivités locales libèrent toutes leurs données publiques pour faire de la big data. Donc on demande beaucoup de transparence. On n'y est pas encore tout à fait, c'est le thème du dossier de la semaine. Voilà, le règne de la transparence derrière vous dans la Gazette des communes. Et vous dirigez aussi la lettre des maires. Voilà, Courrier des maires. Et Courrier des maires. Denis Caro, alors formidable, vous vous intéressez dans Nice Matin et dans Monaco Matin, parce que Monaco est très concerné, au commandant Cousteau, vous. Et parce qu'il y a un film qui arrive, bien sûr. En titre, quelle Odyssée? L'Odyssée, c'est le nom du film, et c'est une respiration aujourd'hui à la une de nos journaux qui fait du bien dans cette actualité très, très sombre. Et on s'intéresse notamment au lien entre le commandant Cousteau, l'homme au bonnet rouge, et la Côte d'Azur et Monaco. Il a été le directeur du musée océanographique de Monaco pendant plus de 30 ans. De longues années. Et aujourd'hui, le directeur actuel du musée nous en a parlé. Le bureau du directeur, c'est toujours le bureau du commandant. Et d'ailleurs, on le visite, il est visitable ou non? Non, il n'est pas visitable. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le commandant Cousteau va revenir à Monaco, puisque le musée est en train de réfléchir à l'aménagement en 2018 d'une partie du musée qui sera totalement consacrée au commandant Cousteau. C'est devenu une icône, bien évidemment. Vous évoquez des zones plus sombres de la vie du commandant Cousteau. Ce film l'évoque ou pas? Alors, c'est plutôt le film qui l'évoque, et il évoque une personnalité assez complexe, pas toujours rose. C'est d'ailleurs ce qu'on explique dans la critique du film. Mais c'est l'intérêt. Il est réussi, le film? Le film est plutôt réussi. Il y a quelques longueurs, visiblement, d'après notre critique ciné, mais il est plutôt réussi. Et l'homme qui incarne le commandant Cousteau, Lambert Wilson, qui est très bon, et qui a vraiment pris le rôle à cœur. Il est venu plusieurs fois à Monaco, au musée océanographique, et visiblement la ressemblance dans les traits, dans le comportement est assez étonnante. Zoé Cadio, dans vos pages locales, le robot Paper, un robot humanoïde. Racontez-nous ce qui fait ce robot. Justement, on vient de faire un sujet là justement sur la Silicon Valley à Nice. Dans le journal des territoires, on l'a vu. Dans le journal des territoires. Donc moi j'ai trouvé que c'était aussi amusant aussi de donner un coup de projecteur sur ces jeunes entrepreneurs. Alors il y a un jeune garçon qui s'appelle Cyril Massé, qui a une entreprise qui s'appelle C Multisévère, exactement, au Solers, et qui vient d'investir dans un robot Paper. Alors vous avez peut-être vu, vous savez, l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, il y avait ce robot qui allait vers les clients pour leur dire bonjour. Un robot humanoïde. Un robot humanoïde qui parle, qui a des couleurs. Et ce qui est... Bon alors bien sûr, il va pas remplacer l'hôtesse au téléphone, mais il peut aussi bien être développé dans les supermarchés. D'ailleurs, ils ont un marché de 24 000 enseignes qu'ils aimeraient bien un peu toucher. Et aussi, il peut être aussi déployé dans les crèches pour amuser les enfants. Enfin, il y a tout un marché qui peut se développer. J'ai trouvé que c'était intéressant de donner un coup de projecteur à cette jeune entreprise. Au fond, est-ce qu'il va remplacer des humains? Pas vraiment. Pas vraiment. Il est une aide, un complément. C'est une aide, un complément, une présence d'une certaine manière même. C'est un côté un peu ludique de la chose. Guillaume Doyen, vous voulez dire un mot? Je vous ai vu dubitatif sur le robot. Non, mais j'étais admiratif, pas du tout dubitatif. Les maires pourraient... Admiratif, les maires, alors des robots à la place des maires. Non, est-ce que les maires pourraient... Est-ce qu'ils peuvent remplir des missions de service public, des choses? Non, pas encore, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a un robot, il y a un salon du robot qui s'appelle InnoRobot. Alors c'est tous les 2 ans, une fois à Lyon, je crois, une Lyon à Paris, et c'est là où on voit les innovations. Et ce qui est bien, c'est que ce robot Paper est français d'une certaine manière. Bien, made in France en plus, le robot. Voilà, dans l'Indépendant de Zoé Cadio, le robot Paper aujourd'hui. On va regarder tous ensemble la météo qu'il fait aujourd'hui, dans un instant. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Tout à l'heure, après le zapping, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est David Racheline, le sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Mais tout de suite, on regarde le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales. Les policiers sont invités par leur syndicat à se rassembler devant les commissariats ou à ne plus traiter que les urgences, façon pour eux de manifester leur ras-le-bol après la tentative de meurtre de Viry-Châtillon. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Un sauvageon, c'est gentillet. Là, ce sont des hommes qui ont voulu tuer. Le Premier ministre a raison de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone de non-droit. Mais il y en a. Mais à mon avis, il y en a beaucoup à reconquérir. La délinquance d'aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui, qui est une américanisation de la violence, moi d'abord je pense à ce policier qui est entre la vie et la mort. Mais tout le monde y pense, mais vous répondez pas à ma question. Si, je vous réponds. Moi je réponds pas aux questions, je vais bien vous répondre aux questions. Elle va bien répondre aux questions, Rachida. La preuve, quelques secondes plus tard, lorsqu'Audrey Crespo-Mara la lance sur Éric Zemmour. Le pauvre, je le plains. Je plains, surtout sa famille, ses enfants, mais je le plains. Mais voilà, c'est tout. Moi, j'en fais pas une obsession, il en fait une obsession. Mais moi, je trouve que vous l'invitiez. Mais ça, c'est notre liberté de recevoir les invités qu'on veut. Vous rentrez de Moscou, Alexandre Orlov, est-ce que Vladimir Poutine veut toujours, lui, venir à Paris? Bien sûr qu'il veut venir à Paris. 2 heures plus tard, Vladimir Poutine a annulé ce matin sa visite prévue à Paris le 19 octobre. François Hollande hésitait sérieusement à le recevoir à cause du profond désaccord sur la Syrie. Le dialogue est nécessaire avec la Turquie. Avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc. Sinon, il n'a pas sa place. Le porte-parole de la présidence russe a fait savoir. Vladimir Poutine reste disposé à visiter Paris lorsque le président Hollande se sentira à l'aise pour le voir. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix. L'annulation de la visite est une très mauvaise chose. Cette stratégie qui consiste à faire la guerre froide avec la Russie est une erreur. C'est invraisemblable d'avoir un président de la République qui soit, encore une fois, qui est versé dans cette diplomatie d'opérette. Ce qui nous a particulièrement intéressé, Yann, lors de cette petite visite sur le port, c'est le déjeuner d'Alain Juppé. il est allé casser la croûte. Il a cassé la croûte avec le sénateur Jean-Jacques Panunzi, actuellement poursuivi pour favoritisme, détournement de fonds publics et recours au travail dissimulé. Je me suis exprimé et je crois que les Français ont compris et qui m'ont relégitimé à plusieurs reprises. Je voudrais rajouter une seule chose. On parle beaucoup de l'état de droit, tous ces personnages que vous citez n'ont que l'état de droit à la bouche. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? C'est la non-rétroactivité de la loi pénale. Il y avait le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui a déjà connu une élection invalidée pour manœuvre frauduleuse. Alors c'est sûr que pour s'afficher devant les journalistes, il y a mieux comme table. Vous savez, en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Est-ce que vous n'aurez pas pu composer une table plus irréprochable ? Ce n'est pas moi qui fais la liste des invités et de toute façon, moi je respecte la présomption d'innocence. Alors si vous faites la chasse, transformez-vous en juge. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est David Racheline, sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Bonjour David Racheline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous vous interrogez à mes côtés Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël, et Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour Véronique. David Racheline, François Hollande, dans un entretien avec 2 journalistes à paraître aujourd'hui, dans un livre, dit que à propos de l'islam, il y a un problème avec l'islam qui veut s'affirmer comme une religion dans la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande ? Il y a un problème avec des dérives politico-religieuses, de l'islamisme radical. C'est vrai. Je suis très surpris de voir François Hollande le dire parce qu'il l'a longtemps nié. Et je suis aussi très surpris de l'entendre dire parce qu'il n'a strictement rien fait pour combattre l'islamisme radical précisément. Il était question de fermeture d'un certain nombre de mosquées salafistes qui répandent la haine de la République sur notre territoire. Ça n'a jamais été fait, ou en tout cas la portion congrue. Il était question d'expulser un certain nombre d'imams. Ça n'a jamais été fait. Bref, le travail... Regardez l'affaire du Burkini. Vous êtes d'accord? Regardez l'affaire du Burkini, incroyable, où le législateur ne s'est pas saisi de cette question pourtant très importante de liberté des femmes françaises.
en tout cas des libertés des femmes en France. Et voilà. Et puisqu'il parle des femmes, il parle aussi du voile, François Hollande. La femme voilée, il faut que je vous cite quand même la phrase, la femme voilée d'aujourd'hui pourrait devenir la Marianne de demain. Si on arrive à offrir les conditions de son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française. La phrase va aussi encore un peu plus loin. Finalement, il dit que le voile, c'est l'asservissement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, ce que je crois, en tout cas, c'est qu'il lui fallut prendre toute une série d'initiatives pour combattre effectivement l'avancée de ces signes ostensibles partout, en tout domaine, et qui se développent considérablement. Alors, Monsieur Hollande est aujourd'hui... Vous qui êtes un élu Front National, comment vous faites ? Monsieur Hollande, le président de la République, partage un constat, on a l'impression qu'il commente un petit peu la vie politique. Mais il est le président de la République. Si le voile lui posait un problème, et s'il considère que le voile est un asservissement de la femme, ce que je considère aussi, alors il fallait prendre des initiatives pour essayer de le... Quelles initiatives pourrait prendre le Front National ? Pour essayer peut-être... Pourquoi pas de l'interdire dans l'espace public ? Pourquoi pas en tout cas, dans tout l'espace public. Aujourd'hui, il est interdit à l'école. En tout cas, il aurait fallu que le président de la République impose la loi de la République partout et commence par se saisir de ces affaires style Burkini sur lesquelles il n'a pas agi. Et il a laissé les maires empêtrés dans des difficultés avec une décision injuste du Conseil d'État sans que jamais les grands principes de laïcité soient rappelés dans notre pays. C'est quand même un vrai problème. Véronique Jacquier, Sud Radio. Sur les suites de l'attaque de la Grande Borne, Manuel Valls annonce un dispositif anti-caillassage pour les voitures de police. Il dit qu'il faut aussi des tenues ignifugées pour les policiers. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord rétablir l'état de droit dans ces quartiers ? Est-ce que pour vous c'est un aveu d'échec du Premier ministre ? Et surtout, que ferait le Front National dans de telles circonstances ? C'est un aveu d'échec total de la part du gouvernement, qui n'a pas su se saisir du dossier et qui aurait dû, depuis qu'il est en poste, essayer de refaire le retard qu'avait pris Nicolas Sarkozy sur tous ces sujets. Il n'a pas été capable de le faire. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Et que cette situation est aussi causée par cette absence de forces de l'ordre qui font cruellement défaut aujourd'hui. Et puis c'est aussi la problématique de la justice, dont le gouvernement ne s'est pas emparé non plus. Mais comment le Front National veut-il lutter contre les zones de non-droit ? David Racheline, comment le Front National, une fois qu'on a fait ce constat, comment le Front National lutte-t-il contre ces zones de non-droit ? La loi de la République, partout, la tolérance zéro, partout. Des forces de l'ordre en plus, une justice qui soit implacable. Moi, à Fréjus, je le vois, les délinquants sont arrêtés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ensuite, la police cherche même plus à les arrêter. Ils savent pertinemment qu'ils vont sortir libres, sans aucune condamnation. C'est quand même... Il y a plus 15% d'effectifs de police aujourd'hui. Vous estimeriez à combien le nombre nécessaire de policiers ? C'est largement insuffisant. Il faut au moins rattraper le retard qu'a causé Nicolas Sarkozy, avec 12 500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Et puis comment les économies, vous les allez les prendre où ? Il faut réarmer nos forces de l'ordre moralement. Il faut que l'État soit à leur côté, moralement aussi. Il faut que l'État et les forces de l'ordre soient... que l'État, soit aux côtés des forces de l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Elles sont mises en cause régulièrement, elles sont toujours... Il y a une suspicion à leur égard qui est assez insupportable. Voilà, il faut tout changer dans ce domaine-là aussi. Sur les questions de terrorisme, François Hollande donne une interview aujourd'hui dans le Nouvel Obs. Il parle de la déchéance de nationalité. Il dit que finalement c'est un regret pour lui, sujet de surenchère politique qui n'a finalement aucune valeur dissuasive. Vous étiez pour cette déchéance de nationalité, oui, aucune valeur dissuasive, finalement ça n'a aucun intérêt. Non mais ça c'est lui qui le dit. Et puis moi je crois qu'en plus de tout un dispositif, là encore, antiterroriste qui malheureusement n'existe pas réellement aujourd'hui, parce que finalement quels sont les actes concrets qu'il y a eu depuis que nous avons été attaqués par les islamistes ? J'apprenais hier que mon ami le maire de Cogolin aurait pu être attaqué dans sa commune. Où est la véritable action du gouvernement pour pulvériser les réseaux Mais quel rapport avec la déchéance de nationalité ? Pour pulvériser les réseaux islamistes, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on en avait parlé à l'époque, en tout cas que le gouvernement en avait parlé. Nous sommes les partisans, en effet, de la déchéance de la nationalité pour ceux qui sont des criminels. Vous en reparlerez pendant la campagne, ça sera une des propositions de Marine Le Pen. Mais bien sûr, et puis c'est aussi de manière plus générale une réforme du code de la nationalité qu'il faut. Parce que la nationalité s'hérite ou se mérite. On ne doit pas pouvoir l'acquérir tel que c'est le cas aujourd'hui de manière quasi automatique. François Hollande dit que le Front National est un danger pour le modèle social. Que lui répondez-vous ?
Que, pardon ? Que le FN est un danger pour le modèle social. Vous savez, la réalité, c'est qu'il y a un bilan et que le saccage du modèle social français, il a été organisé par la politique ultralibérale et européenne que l'on connaît depuis maintenant. Qui a fait le déremboursement des médicaments ? Qui a fait une désindustrialisation incroyable de notre pays ? Depuis quand il y a un taux de chômage totalement inquiétant ? Depuis que ces réformes ultralibérales ont été menées par l'Union européenne, c'est aujourd'hui le saccage social. Et au contraire, nous voulons redresser notre pays et essayer de protéger les Français, de protéger notre modèle social. David de Racheline, sénateur-maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen et l'invité de Territoire d'Info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous êtes donc le directeur de campagne de Marine Le Pen. Est-ce que la campagne de Marine Le Pen, c'est abstinence médiatique et du people à fond, comme on l'a vu dimanche soir ? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez vu l'émission, elle était très bien. On a appris à connaître peut-être un peu mieux Marine Le Pen et je crois que vous appréciez ce genre d'émission. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est un axe de campagne pour vous de faire ces émissions. Je crois que effectivement la candidate à l'élection présidentielle doit être peut-être davantage connue. On adhère aussi bien sûr à des convictions, bien sûr à un projet politique, mais aussi à une personnalité, à une sensibilité. Et donc je crois que vous ne trouvez pas que c'était joué, quoi. Ce type d'émission n'est pas joué pour vous? Absolument pas. Elle était parfaitement naturelle et moi qui la connais bien, je peux vous dire qu'elle était absolument naturelle. Donc c'était extrêmement positif. Maintenant, vous savez, nous avons des conventions thématiques quasiment toutes les semaines. Nous en avons eu une hier sur la condition animale, la semaine d'avant sur l'école, et nous enrichissons ainsi. Nous sommes au travail sur le fond. Alors c'est sûr, pas dans les combats de coq, pas dans les combats de coq comme nos adversaires, mais nous enrichissons le projet de la candidate et je crois que. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore de programme? Si, mais bien sûr. Bon. Mais il sera présenté en son temps et aujourd'hui nous faisons travailler des experts et des spécialistes, chacun dans leur domaine, pour enrichir ce projet, pour faire en sorte que des propositions nouvelles, qu'une analyse nouvelle soit portée par, vous les connaissez, ces fameux collectifs sur toute une série de sujets et ces conventions sont au contraire extrêmement utiles à mon avis. David Rachid. Et surtout, moi ce que je veux vous dire, pardon, mais nous travaillons sur le fond, sur la situation des Français, sur l'analyse que nous faisons de la société française. Les autres, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne travaillent pas sur le fond. Ils sont en train de s'écharper. Il y a des programmes qui sont sortis. Vous ne pouvez pas dire ça, David Rachid. Il y a des programmes pour tous les candidats. Je l'ai dit, vous avez vu les déclarations politiques que l'on entend de la part des gens des Républicains aujourd'hui. Pas un jour sans une insulte, pas un jour sans une mise en cause. Nous sommes bien loin de tout ça et nous essayons au contraire, rassemblés que nous sommes, de travailler sur le fond parce que ce sont les Français qui nous intéressent. À propos de cette primaire, pas la carrière des uns et des autres. À propos de cette primaire de la droite dont le débat commence jeudi. Est-ce que vous conseillez aux électeurs du FN d'aller se déplacer pour voter dans cette primaire? Non, absolument pas, vous le savez. Absolument pas. Je crois que ça les regarde pas, en tout cas pas directement. Je crois que, vous savez, moi je pense que les électeurs qui sont les nôtres sont conscients du fait que tous ces candidats sont parfaitement interchangeables entre eux, qu'ils portent exactement la même vision. Alors certes, pendant la campagne interne, pendant la campagne électorale, on parle, on gonfle un peu les muscles, etc. Mais au pouvoir, que font-ils tous ces gens? Exactement la même chose. Année après année, même décennie après décennie, on se retrouve avec les mêmes qui sont totalement interchangeables. Ne vous déplacez pas, c'est ce que je leur dis. Déplacez-vous en revanche la journée du premier tour de l'élection présidentielle. Alors Nicolas Sarkozy annonce 2 référendums le 18 juin s'il est réélu sur les fichiers S et le regroupement familial. Est-ce que vous approuvez l'idée d'organiser des référendums le jour des élections législatives? Alors lui, il manque pas de culot quand même. Nicolas Sarkozy manque pas de culot. Lui qui a ignorer totalement, bafouer le référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui nous a fait avaler d'une autre manière avec le traité de Lisbonne. Lui qui a supprimé la règle qu'avait imposée Chirac selon laquelle il fallait un référendum pour tout nouveau pays entrant dans l'Union européenne. C'est lui qui l'a supprimé. C'est lui qui a passé son temps. Le passé, c'est une chose. Non, mais on ne peut pas ne pas parler du passé. Oui, non, mais vous pouvez pas d'organiser un référendum le jour des élections législatives. Oui, non, c'est une bonne chose, pas bonne chose? Venant de la part de celui qui n'a cessé de bafouer les référendums année après année, c'est de l'enfumage. Et voilà. Sur l'idée même, est-ce que ça vous paraît naturel qu'un président qui vient de se faire élire demande l'avis des Français via un référendum? À quoi rime donc une élection? Nous sommes les partisans de la République référendaire et nous sommes les partisans de la consultation du peuple français à différentes occasions et sur les grands sujets. Mais vous ne pouvez pas donner du crédit à quelqu'un qui a passé son temps dans sa carrière politique à bafouer
un à un les référendums. Vous reprendriez l'un de ces référendums ou pas? Non, mais je ne sais familial. Je ne vais pas commenter les référendums que veut faire M. Sarkozy. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une série de référendums qui sont importants à faire sur la démocratie, sur l'Union européenne, sur l'Union européenne, sur voilà. Sur l'Union européenne ou sur l'euro ? Des sujets qui m'apparaissent encore plus pertinents. Sur l'Union européenne ou sur l'euro, David Rachid ? Sur l'Union européenne. Sur l'Union européenne. Je voudrais vous entendre cette fois sur ce qui se passe à Béziers. Robert Ménard, qui est assez proche quand même du Front National, a fait afficher des publicités dans sa ville où on peut lire « Les migrants dans notre centre-ville, ça y est, ils arrivent, l'État nous les impose ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette publicité ? Je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes affiches. Robert Ménard a un style un petit peu provocateur qu'on lui connaît, et c'est sa personnalité, et il a été élu avec ce style provocateur. Donc c'est que les habitants de sa ville doivent être satisfaits. Sur le fond, moi je condamne de manière extrêmement claire l'arrivée des migrants partout dans nos communes. Partout dans nos communes. Parce que le vrai problème de fond, soyons sérieux. De migrants à Fréjus. Soyons sérieux. Le vrai problème de fond, c'est celui-là. Le vrai problème de fond, c'est ces élus parlementaires européens des Républicains qui, quand ils sont à Paris, nous disent qu'ils s'opposent à l'arrivée des migrants, et quand ils sont au Parlement européen, votent la relocalisation des migrants, ce qui provoque l'arrivée à Béziers de plusieurs centaines de migrants, l'arrivée dans le Var, à Pierrefeu, à Tourves, de plusieurs centaines de migrants, partout dans nos départements, puisqu'on est dans territoire d'info, partout dans nos territoires sont saupoudrés aujourd'hui ceux qui résidaient à Calais et ceux qui vont arriver demain, et ils seront très nombreux à arriver. C'est de ça que je crois. Non, non, absolument pas. Le maire est libre, il a sa communication, elle est provocatrice, ça n'est pas la mienne, ni celle du Front National, ni celle de Marine Le Pen, mais incontestablement, il aborde là, avec cette campagne de communication, il alerte là les Français d'une vraie problématique qui est l'arrivée massive de migrants dans nos territoires. David Rachline, il s'est muré dans le silence. Les avocats de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des attentats terroristes du 13 novembre, ont jeté l'éponge. Il parle de gâchis, car le terroriste aurait pu parler. Il remet en cause la vidéosurveillance dont il a fait l'objet 24 heures sur 24. Est-ce que pour vous aussi, c'est un grand gâchis ? Tout le monde aurait aimé savoir et tout le monde aurait aimé en apprendre davantage, évidemment. Maintenant, ces gens-là, je crois, on ne peut pas dire qu'ils soient équilibrés. Ce sont des gens qui sont des grands criminels, des terroristes. Par conséquent, leurs réactions sont les leurs. Et je veux dire, il faut laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. Et je pense qu'elle va faire son maximum pour continuer à en apprendre, pour continuer à savoir comment cela a pu arriver. Vendredi, il y a un hommage aux victimes du terrorisme à Nice. Oui. Est-ce que vous-même vous serez présent ? Est-ce que Marine Le Pen sera présente ? Oui, Marine Le Pen sera présente, bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Nous serons à Nice vendredi. Véronique Jacquier, dernière question. Économique, vous êtes sûr que Marine Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle ? Non, mais on n'est jamais sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour que Marine Le Pen soit la présidente de la République. Et dans ce cadre-là, nous pensons qu'il y a aujourd'hui une dynamique extrêmement favorable à sa candidature, une dynamique réelle de terrain qui n'est pas que dans les sondages. Le premier débat sur la primaire, jeudi soir ? Évidemment que je vais regarder. Sur l'organisation de la campagne elle-même, ceux qui vont être nommés, on sait qu'il y avait de la concurrence dans les lieutenants de Marine Le Pen. Vous pouvez nous dire un peu comment ça va s'organiser ? Vous êtes le directeur de campagne, il y aura qui d'autre autour d'elle ? Il y aura beaucoup de monde. Elle a déjà été... Il nous reste 50 secondes. Elle a déjà été amenée à annoncer la création d'une cellule idée-image qui sera importante, la création d'un conseil stratégique de campagne avec des politiques qui vont réfléchir sur la stratégie de campagne précisément. Beaucoup de personnalités, vous le verrez bientôt, qui participeront avec nous à cette campagne. Merci David Rachline, sénateur-maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves, et j'accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin, à Challenge et à Sud Radio. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Denis Jambard. François Hollande, dans un entretien avec 2 journalistes à paraître aujourd'hui dans un livre, dit à propos de l'islam: il y a un problème avec l'islam qui veut s'affirmer comme une religion dans la République. Pas un entretien, Cyril, une 60aine d'entretiens, oui, 100 heures d'entretien, alors 5 ans d'entretien. François Hollande est-il le commentateur de la vie politique, comme nous l'a dit David Rachline il y a quelques minutes?
Oui, vous êtes d'accord avec David Rachlin? Oui, je suis d'accord avec David Rachlin. Sur ce point-là. Il était, vous savez, on a fait un film ensemble sur François Hollande avant l'élection de 2012, et on avait déjà observé, vous et moi, qu'il était le commentateur permanent de sa campagne électorale. Il a pas il quitté était candidat, c'était un peu normal. Non, non, vous agissez, vous proposez, vous commentez pas ce que vous faites. Et là, aujourd'hui, il reste et demeure le commentateur de son action ou de ses hésitations. Au fond, c'est l'expression de sa difficulté à prendre des décisions. Donc il commente, et on vient de le voir d'ailleurs une fois de plus à propos de Poutine, dans une émission d'entertainment, qui n'est pas de l'information, du spectacle, il dit « Ah oui, je me demande s'il faut que je le reçoive, etc. » Et boum, évidemment, derrière, comme vous dites, boum. Écoutez, moi j'attends qu'il écrive ses mémoires de désespoir, on va voir. Il y a eu les... Bon... Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est inédit? Ma question est, est-ce que c'est un président de la République? Est-ce que c'est inédit? Non, mais écoutez, c'est la preuve, c'est quand même assez inédit que ça soit comme ça. Giscard l'a fait, par exemple. Oui. Non, Giscard a écrit Le pouvoir et la vie après. Pendant son mandat, il a écrit un livre, mais un livre politique. Le président de Gaulle. Attendez, le président de Gaulle a écrit pendant sa traversée du désert, principalement, et Georges Pompidou a écrit une anthologie de la poésie française avant, et il a écrit un livre qui s'appelle Le Nœud Gordien, qui était un livre, effectivement, où il exposait ses idées. Quant à François Mitterrand, finalement, il écrivait beaucoup, mais il écrivait dans le secret, un journal comme pendant ses mandats. Il a finalement assez peu écrit, Mitterrand, de livres constitués. Il n'a pas eu le temps. Non. Avant, il a écrit. Mais avant d'être président. Là, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que finalement, l'écriture est un exutoire à l'inaction, à l'immobilisme et surtout aux hésitations. Voilà, moi je crois que c'est surtout ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas agi. C'est vrai de Hollande. Il donne le spectacle de ses hésitations. C'est vrai de Hollande, c'est vrai d'une certaine façon aussi de Sarkozy. Je suis désolé, mais Sarkozy c'est pareil. Il nous abreuve. Désolé, c'est vrai aussi. Mais il nous abreuve de livres aujourd'hui pour nous dire « Ah zut, j'aurais dû le faire ». Donc il y a quand même, c'est là où on voit une baisse de niveau. Le monde est plus compliqué, mais il y a une baisse de niveau du personnel politique en France qui est flagrante, très très grosse baisse de niveau, avec des politiques qui ont du mal à appréhender la réalité telle qu'elle existe et avec les bonnes solutions qu'ils devraient apporter. Alors vous me fournissez une transition toute faite, Yves Tréhard, on a parlé pipolisation des candidats avec David Rachlin. C'est n'importe quoi. Marine Le Pen a fait cette émission dimanche soir sur M6. Alors lui, il l'a trouvé formidable, évidemment. Il trouve que c'est très important que les politiques fassent ces émissions. Alors il dit, finalement, c'est la rencontre entre une femme, un homme et le peuple, et il faut qu'on connaisse la personnalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces émissions-là sont des émissions où, évidemment, la mise en scène prime sur l'authenticité et la réalité. Ce qu'on demande aux hommes et aux femmes politiques, c'est d'avoir des idées qui soient applicables, efficace pour réformer et pour adapter notre pays, et pas qui nous livre un petit tas de secrets qui est de toute manière complètement arrangé, qui ne correspond pas à la réalité. La vraie réalité des hommes et des femmes politiques, c'est quand ils vont rue du Cirque avec un casque voir leur maîtresse. Là, ça, c'est pas mise en scène. Ça, c'est une réalité de la vie privée. Et ça, vous approuvez que les journaux people Non, je ne l'approuve pas, mais vous n'avez pas compris que je dis que c'est ça la vérité. Quand ils se livrent devant une caméra à un journaliste sur leur vie privée, ils ne font que mentir et être hypocrites. Denis Jean-Bart là-dessus. Complètement le point de vue d'Yves. C'est quoi? C'est l'américanisation de la vie politique française ou pas? Non, mais c'est de la manipulation, c'est de la communication. Enfin, en Angleterre, c'est pire. Et non, mais ça, écoutez, c'est pas pour ça que c'est bien. C'est pas parce que ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre qu'on doit se féliciter de cette dérive. C'est un oubli de l'intérêt général. C'est un oubli de la volonté générale. C'est, au fond, on nous livre des tas de petits secrets qui ne sont pas d'ailleurs des vrais secrets. Ils ne sont pas des secrets. Et d'ailleurs, en quoi ça nous intéresse ? On aimerait qu'ils nous parlent de leur action, de leurs décisions, qu'ils nous offrent des analyses intéressantes de la société française, de leur vision de l'avenir. Est-ce que vous les entendez dans cette campagne des primaires nous parler du monde, de ce qui se passe du monde, de ce que ça veut dire pour l'Europe et de l'évolution de l'Europe, ce que ça veut dire pour la France? On a l'impression qu'ils vivent dans leur propre petit territoire au sein d'une île qui s'appellerait la France. Pourquoi font-ils ça? Le personnel politique n'est pas mauvais en France. De cette dérive de la communication permanente, du tout média,
et de leur incapacité à prendre de la hauteur. Et parce qu'ils sont très impopulaires et qu'ils pensent que comme ça, ils vont regagner en popularité. Alors, parce qu'ils sont tous impopulaires, Madame Le Pen compris. Attendez, il faut pas... Non, mais attendez. Bah oui. Le problème aujourd'hui... 70% des gens c'est que le rejet est total. Ils ne se rendent pas compte. Oui, mais il faut quand même dire la c'est vérité. vrai, quand vous regardez les cotes d'avenir, jamais elles n'ont été aussi basses dans l'histoire de la Ve République. Ça sera de toute façon une élection présidentielle sans désir. Et c'est grave. Par défaut, vous voulez dire ? Sans désir, et naturellement par défaut, et surtout sans illusion et sans beaucoup d'espoir. Il nous reste quelques petites minutes pour parler des thèmes développés par David Racheline tout à l'heure. J'étais très frappé quand il dit qu'il était évidemment que le Front National était partisan de la République référendaire, mais que Nicolas Sarkozy dans cette affaire, il manquait pas de culot, c'est son expression. Il a bafoué le référendum et maintenant il veut le remettre au goût du jour parce que c'est populaire chez les Français. Oui, il était contre le référendum naguère, Nicolas Sarkozy. De toute manière, le référendum est la pire des mauvaises idées aussi. Le référendum, c'est les hommes et les femmes politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont élus, on les a élus pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Le référendum, c'est un jouet, un gadget offert au peuple qui, de toute manière, ne répond pas à la question posée, généralement. Et c'est une forme de démocratie d'opinion qui est assez dangereuse et détestable. De l'enfumage, il a dit David Racheline. De l'enfumage. C'était d'ailleurs l'expression de François Fillon. C'est surtout, en outre, impossible. Puisqu'il y aura encore une majorité de gauche à l'Assemblée, il ne pourra pas le faire passer le 18 juin, puisqu'il faut d'abord qu'il passe devant le Parlement pour déclencher l'article 11. Mais voyez que donc c'est impossible. On n'y arrive pas non plus. Moi, je ne partage pas tout à fait l'avis d'Yves sur le référendum. Dans la dérive actuelle, oui. Mais le référendum tel que l'a pratiqué le général de Gaulle, eh bien on l'utilise dans les grands moments de crise, quand il y a des décisions capitales pour l'avenir du pays. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu un gadget qu'on envoie comme ça. Pour savoir s'il faut marcher sur le trottoir gauche ou sur le trottoir droit. Pour faire croire qu'on écoute les gens. Exactement. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin Challenge et Sud Radio d'avoir débriefé les propos de David Racheline et l'actualité. On va regarder ensemble l'actualité du zapping, le premier zapping des matinales. On le regarde ensemble. Les policiers sont invités par leur syndicat à se rassembler devant les commissariats ou à ne plus traiter que les urgences, façon pour eux de manifester leur ras-le-bol après la tentative de meurtre de Viry-Châtillon. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Un sauvageon, c'est gentillet. Là, ce sont des hommes qui ont voulu tuer. Le Premier ministre a raison de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone de non-droit. Mais il y en a. Mais à mon avis, il y en a beaucoup à reconquérir. La délinquance d'aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui, qui est une américanisation de la violence, moi d'abord je pense à ce policier qui est entre la vie et la mort. Mais tout le monde y pense, mais vous répondez pas à ma question. Si, je vous réponds. Moi je réponds pas aux questions, je vais bien vous répondre aux questions. Elle va bien répondre aux questions, Rachida. La preuve, quelques secondes plus tard, lorsqu'Audrey Crespo-Mara la lance sur Éric Zemmour. Le pauvre, je le plains. Je plains, surtout sa famille, ses enfants, mais je le plains. Mais voilà, c'est tout. Moi, j'en fais pas une obsession, il en fait une obsession. Mais moi, je trouve que vous l'invitiez. Mais ça, c'est notre liberté de recevoir les invités qu'on veut. Vous rentrez de Moscou, Alexandre Orlov, est-ce que Vladimir Poutine veut toujours, lui, venir à Paris ? Bien sûr qu'il veut venir à Paris. 2 heures plus tard, Vladimir Poutine a annulé ce matin sa visite prévue à Paris le 19 octobre. François Hollande hésitait sérieusement à le recevoir à cause du profond désaccord sur la Syrie. Le dialogue est nécessaire avec la Turquie, mais avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc, sinon il n'a pas sa place. Le porte-parole de la présidence russe a fait savoir. Vladimir Poutine reste disposé à visiter Paris lorsque le président Hollande se sentira à l'aise pour le voir. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix. L'annulation de la visite est une très mauvaise chose. Cette stratégie qui consiste à faire la guerre froide avec la Russie est une erreur. C'est invraisemblable d'avoir un président de la République qui soit, encore une fois, qui est versé dans cette diplomatie d'opérette. Ce qui nous a particulièrement intéressé, Yann, lors de cette petite visite sur le port, c'est le déjeuner d'Alain Juppé. il est allé casser la croûte. Il a cassé la croûte avec le sénateur Jean-Jacques Panunzi, actuellement poursuivi pour favoritisme, détournement de fonds publics et recours au travail dissimulé. Je me suis exprimé et je crois que les Français ont compris et qui m'ont relégitimé à plusieurs reprises. Je voudrais rajouter une seule chose. Je
On parle beaucoup de l'état de droit, tous ces personnages que vous citez, donc l'état de droit à la bouche. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? C'est la non-rétroactivité de la loi pénale. Il y avait le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui a déjà connu une élection invalidée pour manœuvre frauduleuse. Alors c'est sûr que pour s'afficher devant les journalistes, il y a mieux comme table. Vous savez, en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Est-ce que vous n'aurez pas pu composer une table plus irréprochable ? Ce n'est pas moi qui fais la liste des invités, et de toute façon, moi je respecte la présomption d'innocence. Alors si vous faites la chasse, transformez-vous en juge. Merci de nous avoir suivis. Territoire d'Info, on se retrouve demain matin à la même heure. Bonne journée à tous. Voilà, on va pouvoir filer dans une seconde.